aujourd'hui, j'aimerais vous parler des politiques de subvention des industries métallurgiques dans le monde. Nous sommes en juin 2025. On va comparer les politiques de subvention industrielle des États-Unis, de la Chine et de l'Europe. Les politiques industrielles, c'est pas que des affaires de subvention, ça peut porter sur les droits de douane, on en a pas mal parlé au cours des derniers mois, ça peut parler sur les contrôles à l'exportation, les contrôles des investissements directs de l'étranger. Aujourd'hui, en parlant des subventions, je vais me centrer sur trois instruments, soit les subventions directes à la production et ou à la recherche et développement, soit ce qu'on pourrait appeler les subventions fiscales, typiquement des allégements fiscaux spécifiques aux industries métallurgiques, et puis aussi les financements à taux préférentiels, c'est-à-dire quand des personnes publiques, l'État ou des agences publiques, prêtent à des taux sous le marché à des industries métallurgiques. Alors, sur ce graphique-là, vous avez en quelque sorte le panorama de l'intensité des subventions des industries métallurgiques. Alors ça, c'est dans le monde entier, c'est pas uniquement l'OCDE, donc en clair, ça intègre la Chine, ce graphique-là. Et donc, vous voyez, sur chaque colonne, vous avez trois couleurs. Alors, le bleu foncé, c'est les subventions directes, le gris, ce sont les allègements fiscaux, et puis le bleu clair, ce sont ces prêts à taux préférentiels. Et j'ai entouré en rouge tous les sous-secteurs qui, en fait, se rattachent aux industries métallurgiques. Donc, de gauche à droite, le solaire photovoltaïque, l'aluminium, les semi-conducteurs, la construction navale, l'acier, et puis un petit peu plus à droite sur le graphique, l'aéronautique et l'automobile. Dans cette présentation, je me centrerai sur les trois secteurs que j'ai entourés d'un trait rouge et gras, à savoir le solaire photovoltaïque, les semi-conducteurs et puis l'acier. Alors, j'en viens tout de suite aux semi-conducteurs. On va regarder ces graphiques, et notamment le graphique de gauche, qui vous montre, toujours avec ces trois types de subventionnement que j'ai détaillés, l'évolution du subventionnement de l'industrie des semi-conducteurs dans le monde. Et vous voyez que depuis 2020, et pour être plus explicite, depuis la crise du Covid, en fait, le subventionnement dans le monde de l'industrie de semi-conducteurs a assez considérablement augmenté. Comme vous le voyez sur ce graphique, il s'agit d'ailleurs de subventionnements qui soit portent sur des usines de fabrication de puces, soit sur des usines de conception de puces, puisque dans ce secteur-là, généralement, il peut y avoir une distinction. Pour mémoire, en fait, 90% des puces électroniques dans le monde sont produites en Asie de l'Est et en grande partie à Taïwan, qui est de très très loin le principal producteur. Et alors, pendant la crise du Covid, en fait, avec certaines fermetures de ports ou ruptures d'approvisionnement, eh bien, il y a des usines automobiles en France qui ont été mises à l'arrêt, puisque quand on n'avait plus d'approvisionnement en semi-conducteurs et en puces, eh bien, le processus de production devait s'arrêter. Et donc, partout dans le monde, on s'est rendu compte qu'il y avait une dépendance assez problématique en fait aux semi-conducteurs par rapport à ce qui se passe en Asie de l'Est. Alors sur ce graphique-là, vous voyez que, si je puis dire, l'éléphant dans le couloir, c'est la Chine, puisque, comme vous le voyez, elle subventionne en pourcentage du chiffre d'affaires des industries, elle subventionne à peu près 3 à 4 fois plus ces industries de semi-conducteurs que les autres pays dans le monde. L'idée pour la Chine, c'est d'essayer, à coût de dizaines de milliards de dollars de subventions, de faire émerger des champions nationaux chinois, des semi-conducteurs, des soutiens à la R&D, tout cela pour être moins dépendant des autres pays de l'Asie de l'Est et notamment de Taïwan. Les États-Unis en la matière ne sont pas en reste, qui ont fait passer une loi, la Chips and Science Act, en 2022, qui prévoit plus de 50 milliards de dollars, essentiellement d'allégements fiscaux qui sont d'ailleurs ciblés sur les investissements dans des unités de fabrication de puces. Et là encore, toujours le même objectif, dépendre moins de l'Asie de l'Est en général et de Taïwan en particulier, et aussi maintenir une forme de leadership technologique dans de puces de haute technologie qui sont souvent utilisées notamment dans des applications militaires. Alors cette loi est plutôt un succès puisque depuis son vote, en fait, vous avez les géants du secteur américain, que ce soit Intel, IBM ou d'autres, qui ont annoncé des investissements pour des dizaines et des dizaines de milliards de dollars dans des usines de fabrication de puces aux États-Unis. Alors en Europe, la situation est un peu plus ambiguë. Il y a bien eu un European Chips Act qui a été voté, qui permet aux États d'aider leur secteur de semi-conducteurs sans passer sous les fourches caudines du droit de la concurrence. Il y a un objectif de doubler sa part de marché mondial à 20% d'ici 2030, mais le problème c'est que en fait il n'y a pas beaucoup d'argent qui est mis sur la table parce que les États membres de l'Union européenne n'ont plus beaucoup d'argent, la plupart d'entre eux sont nettement en déficit. Et puis, c'est vrai qu'à Bruxelles, l'objectif n'est pas très clair en matière de politique de semi-conducteurs. On hésite entre soutenir des champions européens existants, comme
ST Microelectronics, ou essayer d'attirer des investissements de l'étranger, comme Intel. Donc, a priori, les deux ne sont pas trop compatibles. Et puis, on s'attache surtout à sécuriser la chaîne d'approvisionnement, à préserver la concurrence, mais défendre la primauté technologique et la souveraineté industrielle n'est pas un objectif qui est très clairement affirmé et soutenu dans toutes ses conséquences. J'en viens à l'acier. Donc sur ce graphique-là, toujours la même chose, hein, le taux de subventionnement en pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises aidées, donc là encore dans le monde. C'est le même éléphant chinois dans le couloir. Vous voyez que la Chine subventionne, c'est graphique de gauche, plus de 10 fois plus son industrie de l'acier que le reste du monde, un taux de subventionnement supérieur à 2%, alors que dans le reste du monde, on est à peu près 0,2-0,3% du chiffre d'affaires. Alors ça, c'est assez problématique parce que l'industrie de l'acier est tellement subventionnée en Chine que vous avez un marché qui est en pleine surcapacité de production. A priori, la capacité de production d'acier dans le monde, c'est de l'ordre de 2,6 milliards de tonnes par an, alors que la demande est de à peu près 2 milliards de tonnes, ce qui veut dire que vous avez un surplus de capacité de 25% du marché. C'est absolument considérable. À dire vrai, ça n'est pas que les Chinois qui sursubventionnent leur industrie de l'acier, pour des raisons de souveraineté industrielle, évidemment. Vous avez pas mal de monde en Inde ou au Moyen-Orient aussi qui reçoivent des subventions des États, et c'est pas très bien d'un point de vue d'efficacité économique, parce qu'évidemment, ça favorise le maintien d'unités pas très rentables et ça favorise les investissements pas toujours justifiés économiquement. La conséquence de tout cela, c'est ce que vous montre d'ailleurs ce graphique, le petit graphique à droite de ce transparent, c'est que les prix sont en train de partir au tapis, puisqu'on est en pleine surcapacité mondiale sur l'acier. Donc le prix tendanciellement diminue depuis 5 ans. A priori, cette surcapacité n'est pas partie pour disparaître, d'autant plus que la demande d'acier en Chine commence à baisser. Et donc tout cela se traduit par des exportations à très bas prix. Et évidemment, ça lamine la situation concurrentielle des producteurs d'acier en Union européenne s'ils ne sont pas, je dirais, protégés contre ces stratégies de souveraineté industrielle des pays émergents qui débordent considérablement sur notre secteur en Europe. J'en viens maintenant au troisième secteur de l'industrie métallurgique aidé par des subventions, aux énergies renouvelables. Donc là, vous avez 4 graphiques. Les 2 qui sont dans la colonne de gauche sont relatifs à l'industrie solaire photovoltaïque. Et les 2 de droite, c'est l'industrie éolienne. Alors, comme vous le voyez en haut à gauche et en haut à droite, le solaire photovoltaïque est considérablement plus subventionné que l'éolien. L'épaisseur, je dirais, des galettes est plus importante à gauche qu'à droite. Vous avez un taux de subventionnement de l'ordre de 4% du chiffre d'affaires dans le photovoltaïque, c'est quand même beaucoup. Dans l'éolien, c'est beaucoup moins. Et si vous regardez en bas à gauche, vous voyez 2 choses sur ce graphique. La première, pas de surprise, la Chine subventionne beaucoup plus son industrie photovoltaïque, notamment par des conditions préférentielles d'endettement ou des allègements fiscaux. C'est le trait bleu plein, mais vous voyez que le trait en pointillé bleu explose en 2023. Et alors en fait, ça, c'est la conséquence d'une loi américaine, l'Inflation Reduction Act, qui a absolument à voir à tout sauf avec l'inflation, contrairement à ce que son nom indique, qui est en fait une grande loi de protection et de subventionnement de l'industrie, notamment solaire photovoltaïque. Et donc les États-Unis, en fait, subventionnent considérablement leur industrie photovoltaïque depuis 2022-2023 grâce à cette loi, d'où en fait vous voyez l'explosion de ce taux de subventionnement que vous voyez sur ce graphique. Maintenant, il est temps de conclure de ce panorama des semi-conducteurs, de l'acier et du photovoltaïque. Que peut-on dire? Il y a clairement aux États-Unis et en Chine des politiques de souveraineté industrielle qui amènent à mettre beaucoup d'argent sur la table pour avoir une autonomie stratégique dans ces 3 domaines-là de l'industrie métallurgique. Pour la Chine, le subventionnement est tel que cela fait naître des surcapacités, ce qui veut dire qu'à moyen terme, la situation n'est pas nécessairement si confortable que cela pour la Chine, parce qu'elle a construit des unités qui, en fait, structurellement, ne sont pas vraiment rentables, dans un pays d'ailleurs où la demande de métal commence à stagner, voire à baisser dans le cas de l'acier. Donc, à moyen terme, il y a peut-être un problème pour la Chine qui se pose. Pour ce qui est des États-Unis, donc là, il n'y a pas de problème. Ils mettent beaucoup d'argent sur la table pour préserver leur souveraineté industrielle. La souveraineté industrielle, c'est vrai que ça coûte cher. C'est un arbitrage politique qui n'est pas toujours facile, puisque quand vous protégez votre industrie, généralement, ça se fait plutôt de prix plus élevés pour les consommateurs. Donc, il y a un arbitrage politique à faire qui n'est pas forcément évident. Les États-Unis l'ont fait. Ils mettent de l'argent sur la table pour protéger leur industrie.
Et en Europe, en fait, je dirais que les idées politiques sont pas très très claires sur les objectifs à poursuivre pour l'industrie métallurgique. Parfois, on essaye de favoriser le subventionnement au vu du laminage concurrentiel, du dumping chinois, mais c'est pas toujours très clair parce qu'on essaye de faire venir aussi d'autres investisseurs de l'étranger et on ne protège pas très bien nos champions nationaux, il faut quand même le dire. Il y a aussi l'idée de favoriser la transition de l'industrie métallurgique vers des modèles, je dirais, d'économie circulaire ou de bas carbone. Mais comment le faire quand les prix sont bas et qu'on n'a pas beaucoup de cash et que, évidemment, l'investissement est rendu plus difficile. Donc, l'Europe se cherche en matière de subventionnement des industries métallurgiques, alors que les États-Unis et la Chine, en la matière, ont les idées claires.